Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 135. Et celui-ci signe la sortie du 270e exercice si on cumule exo de colle et petits exos de colle, ce qui est déjà énorme. Mais cela signifie également qu'il nous reste plus que 30 exercices à attaquer ensemble afin d'atteindre l'objectif premier que j'avais fixé pour la chaîne, c'est-à-dire d'atteindre les 300 exercices pour cette fameuse banque d'exercices pour les classes préparatoires grandes écoles et niveau supérieur, bien sûr, sous un format vidéo. Et je me permets également de rappeler l'annonce importante que j'ai pu faire à travers les derniers numéros de l'examen. Je vous mets les liens en description pour en savoir davantage. Mais en effet, le 300e exercice de la chaîne sortira exceptionnellement en live et ce sera le jeudi 2 juillet 2026 à très précisément 18h28. Et j'espère grandement pouvoir partager cette joie qui m'inondera au moment où on finira enfin d'atteindre cet objectif premier pour la chaîne. Ça représente vraiment un très gros accomplissement pour moi. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à partager cette joie avec moi. Bref, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vous propose un exercice de probabilité. En effet, ça fait assez longtemps que je n'avais pas proposé d'exercice de probabilité. Et la raison est assez simple, c'est parce que je considère que les exercices de probabilité, au bout d'un moment, ça se ressemble beaucoup. On a déjà attaqué des exercices de probabilité assez classiques et je pense très importants qui sortent déjà du commun, comme le résultat de Borel-Cantelli et l'application au problème du singe savant. On a déjà aussi attaqué des exercices classiques type le problème du collectionneur, on a déjà aussi fait Galton-Watson, on a déjà aussi fait le jeu de la ruine. Bref, ces références-là, je vous les mets en description si ça vous intéresse. Il y a probablement d'autres exercices de probabilité, comme aussi le fait d'avoir 2 dés truqués de façon à ce que la somme soit uniforme. C'est un des premiers exercices de probabilité qui est sorti sur la chaîne. Bref, vraiment, il y a pas mal d'exercices de probabilité qui ont déjà été attaqués et au bout d'un moment, quand on commence à poser un contexte dans un exercice de probabilité, généralement, l'exercice, c'est toujours le même, on va dire. La méthodologie est très, très similaire d'un exercice à un autre. Donc, c'est pour ça que je suis assez réticent de vous proposer des exercices de probabilité, mais bon, j'ai fait l'effort d'en chercher parce que je me suis dit ça fait quand même longtemps, j'en ai pas fait. Et puis de toute façon, ça fait du bien d'entretenir les outils classiques employés pour pouvoir résoudre des exercices de probabilité. J'ai juste cherché un problème qui me semble assez intéressant et dans lequel les manipulations de probabilité sont faites de façon pas forcément très triviale. Donc j'espère que cet exercice va vous plaire et cet exercice porte un nom, ça s'appelle le problème du concierge. L'énoncé précis du jour est le suivant. On a un concierge qui possède un trousseau de 10 clés identiques, dont une seule ouvre le portail d'entrée de son bâtiment. Malheureusement, nous savons qu'il est ivre un jour sur 3. Et bon, petit message habituel dès qu'on commence à mentionner un peu d'alcool, je me permets de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est dit, c'est posé. On continue. Lorsqu'il est sobre, il essaie les clés les unes après les autres, sans remise, jusqu'à ce qu'il réussisse à l'ouvrir. Tandis que lorsqu'il est ivre, il procède avec remise. La question qui se pose est donc, ce matin, on sait qu'il a réussi à ouvrir la porte au bout d'exactement 10 essais. Et la question est donc, est-ce qu'il est ivre aujourd'hui? Alors cet exercice, c'est un exercice qui peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire, voire même à des niveaux en deçà de la première année de classe préparatoire. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur les calculs de probabilité et sur les variables aléatoires et sur les questions d'événements, tout ça, tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir attaquer cet exercice proprement, voire même un niveau terminal pourrait suffire de manière peut-être un peu étonnante. Bon, niveau terminal, il faut être assez bon quand même en probabilité pour attaquer l'exercice en terminale, mais plutôt en première année, déjà, on a un peu plus de bouteilles, et on a encore plus de bouteilles en deuxième année, je veux dire. Donc en deuxième année, ça serait peut-être encore mieux, parce que là, on a tout de suite des réflexes qui nous viennent dès qu'on voit des patterns comme là, justement, choisir des clés sans remise ou avec remise. Bref. Donc voilà, sinon pour moi cet exercice peut très bien se faire en première année de classe préparatoire. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner avant d'aller dans la résolution proprement dite, on va discuter également de ce qui se passe si on change le nombre d'essais au bout duquel le concierge réussit à ouvrir la porte. Je pense que ça peut être aussi très intéressant à regarder, car en effet le résultat va vous surprendre. Déjà rien que pour 10 essais, ça devrait vous surprendre. Bref, voilà, teaser posé, voilà, on pose les bails. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre.
Ok, on est donc parti pour une résolution. Donc je vais commencer d'abord par la résolution de l'exercice tel qu'il est énoncé, puis après on va discuter de ce qui se passe lorsqu'on change le nombre d'essais. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez remarquables à constater. Bien. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on voit qu'il y a une variable aléatoire qui se dessine derrière notre affaire. C'est le nombre d'essais au bout duquel notre concierge réussit à ouvrir la porte. Donc en effet, je vais poser X, le nombre d'essais au bout desquels un essai, au bout desquels il réussit à ouvrir la porte. Ah, ouvrir la porte. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il faut constater. Ensuite, le problème de cette variable aléatoire, c'est qu'on n'a pas de loi pour la variable aléatoire x directement. En tout cas, on ne peut pas reconnaître une loi pour x directement. Tout ce qu'on connaît, c'est des lois pour la variable aléatoire de x, mais conditionnelles. Conditionnelles par rapport à l'événement, est-ce que le concierge est ivre ou sobre? Donc en effet, je vais noter maintenant i, l'événement, le concierge est ivre. Et maintenant, on va s'intéresser à la loi de la variable x quand il est ivre et la loi de x quand il est sobre. Et vous allez voir que cela suffit amplement pour donner la loi de la variable x complètement. Donc très bien, alors j'écris. Alors i est 1. Donc je vais commencer par le cas où le concierge est sobre. Donc, dans le cas où le concierge est sobre, il effectue les choses sans remise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez votre trousseau de clés, il y a 10 clés. Il en choisit une au hasard. Bon, comme les clés sont identiques, on peut vraiment supposer que le choix est complètement uniforme. Et donc, il a une chance sur 10 de tomber sur la bonne clé et 9 chances sur 10 de la louper. Il prend la clé, il l'essaye, si ça marche, c'est terminé. Si ça ne marche pas, il la met de côté et il va repiger une nouvelle clé parmi les 9 restantes. Puis il recommence, il en choisit une, il réessaie, si ça marche, ça s'arrête là, si ça ne marche pas, il la met de côté comme la précédente et maintenant il va piger parmi les 8 clés restantes, etc., jusqu'à ce qu'il réussisse. Et donc, pour simplement faire un exemple, si je m'amuse à regarder la probabilité que x soit égal à 5, sachant qu'il est sobre, ça veut dire que la première clé qu'il va essayer, il la loupe, donc il a 9 chances sur 10 de louper. Puis ensuite, il reste 9 clés, donc pareil, il se pose la question, on se pose la question, est-ce qu'il va réussir en chopant la clé? Malheureusement, il ne réussit pas. Donc là, on va avoir 8 chances sur 9 qu'il ne réussisse pas. Puis ensuite, on va avoir 7 chances sur 8, puis 6 chances sur 7. Et là, il reste 6 clés. Et parmi les 6 clés, comme là, c'est le 5e essai, parmi les 6 clés, il parvient à choisir la bonne clé. Donc là, il a une chance sur 6 de tomber sur la bonne clé. Et donc, vous pouvez constater, alors ce calcul de probabilité, vous pouvez aussi donner une formule qui fait intervenir la formule généralisée de conditionnel. Donc là, notamment quand on calcule des intersections, ici, on est en train de faire l'intersection de probabilité x supérieur égal à 1, x supérieur égal à 2, x supérieur égal à 3, x supérieur égal à 4, et puis ensuite x égale 5. On en arrive là. Et donc, en calculant ces intersections avec les conditionnements qui vont être x supérieur égal à 1, x supérieur à 2, etc., ces différents conditionnements vous expliquent pourquoi on doit regarder 9 clés parmi 8 ou 8 clés parmi 7, etc. Ça explique en fait le contexte dans lequel on calcule les différentes probabilités qui apparaissent dans ce produit. Voilà, donc je ne suis pas passé par cette formule explicite, je suis directement rentré dans l'interprétation calculatoire de la probabilité et je pense que c'est très bien comme ça. Donc si on simplifie ce produit, on se rend compte qu'on obtient 1 sur 10. Et si vous vous amusez à faire ça pour toutes les valeurs comprises entre 1 et 10, vous allez arriver à 1 sur 10 à chaque fois. Donc ça veut dire que la loi de x, sachant que le concierge est sobre, c'est exactement la loi uniforme sur l'ensemble indice. Voilà. Donc ça, c'est la première loi qu'il fallait voir. Maintenant, il faut voir aussi la loi conditionnelle selon I. Donc si on regarde la loi conditionnelle selon I,
Alors là, cette fois-ci, il effectue avec remise. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a son trousseau de 10 clés, il en choisit une au hasard, donc il a une chance sur 10 de trouver la bonne, 9 chances sur 10 de louper. Il les fait, et bon bah si ça marche, ça ouvre la porte. Si ça marche pas, bah là il met pas la clé de côté. Il le remet dans le trousseau des 10 clés, dans l'ensemble des 10 clés, et il recommence à choisir une clé parmi les 10 du trousseau. Et rebelote, une chance sur 10. Si ça marche pas, 9 chances sur 10, et ça recommence, etc. Et donc, bah, quand on a affaire justement à une expérience de Bernoulli, hein, c'est exactement ça, là, on a une expérience de Bernoulli qui est de choisir une clé parmi les 10 et de tomber sur la bonne clé. Donc, quand on a une expérience de Bernoulli que l'on répète de manière identique et indépendante, et que là, on compte le nombre d'essais qu'on doit effectuer pour en arriver au résultat souhaité, eh bien, il se trouve que la loi qui va se cacher derrière, ça s'appelle la loi géométrique. Donc, en effet, ici, nous avons une loi géométrique. Et bon, bah, la loi géométrique, ça vous dit que la probabilité, et vous pouvez le vérifier juste en faisant le calcul du contexte, la probabilité que x soit égal à k, sachant donc que le concierge est ivre, ça va être 9 sur 10 à la puissance k, car en effet, k-1, car en effet, il a loupé k-1 fois la clé qu'il fallait choisir pour ouvrir la porte. Donc bah, ça vous dit bien, j'ai raté la première fois, je remets dans le trousseau, j'ai raté la deuxième fois, je remets dans le trousseau, 9 sur 10 à chaque fois, donc 9 sur 10 fois 9 sur 10 fois 9 sur 10, en effet, puissance k-1 fois, et après le dernier essai, le k-ième essai, là il réussit, donc fois 1 sur 10. Et les valeurs prises par la variable x ici, c'est des valeurs, donc x de oméga, on note généralement ça, c'est des valeurs qui sont prises dans n étoiles. Donc c'est là où, ok, la connaissance de deuxième année de classe préparatoire est utile parce que là, on reconnaît la loi géométrique directement, on n'a pas besoin de s'amuser à faire ce calcul-là explicitement, pardon. Juste connaître ces lois, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et c'est aussi pour ça que je disais deuxième année, c'est parce que bah là, on travaille avec une variable aléatoire qui a une infinité de valeurs possibles. Généralement, quand on travaille en première année, on travaille encore avec des ensembles finis, pas encore tout à fait dénombrables. C'est pas une obligation de travailler avec des ensembles dénombrables. Bref, ceci étant dit, donc là on vient d'obtenir les lois de variable x, sachant qu'il est ivre, qu'il est sobre. J'affirme que ça suffit amplement pour pouvoir obtenir la loi de x. Donc je vais effacer un petit peu. N'hésitez pas à faire des pauses et à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises et que vous voulez approfondir ou revoir, juste peut-être pour mieux comprendre. Toujours fait comme ça, c'est toujours fait pour ça, hein, le support vidéo. Bref, donc maintenant, si je voulais m'amuser à calculer la probabilité que x égale k, donc on aura constaté, grâce aux deux lois conditionnelles qu'on a obtenues, que la valeur de k va être un entier naturel non nul. Donc on va avoir k qui est un entier naturel non nul dans nos calculs. Et bon bah le concierge, il est soit ivre, soit sobre. Il ne peut pas être les deux en même temps, et il est forcément l'un des deux. Donc ça veut dire que en fait, I et I bar forment un système complet d'événements. Ça signifie aussi, autrement dit, que ça partitionne l'univers. Et donc comme ça partitionne l'univers, on peut utiliser la formule de proba totale. Voilà, un truc très classique. On peut utiliser la formule de proba totale qui nous dit que la probabilité qu'on cherche ici, c'est la probabilité que x égale k inter i, plus la probabilité que x égale k inter i bar. Voilà. C'est vraiment pas difficile à comprendre la proba totale, juste parce que ça m'amuse de faire ce dessin à chaque fois qu'on parle de proba totale. Vous imaginez ce rectangle-là comme étant l'univers, et puis vous partitionnez votre univers par des événements. Donc là, je vais faire, disons, un truc comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs événements, A1, A2, A3, etc. À 5, à 6. Et vous avez votre événement E qui est en plein milieu de tout ça. Tac. Donc, ce que je fais en rouge là, ça va être mon événement E. Et vous vous posez la question, quelle est la probabilité que E se réalise par rapport aux événements A1, A2, A3, etc., qui forment, eux, un système complet d'événements? Eh bien, il suffit juste, si vous voulez calculer l'air de ce que j'ai mis en rouge, il vous suffit de calculer l'air de ce que j'ai en rouge dans A1, de ce que j'ai en rouge dans A2, de ce que j'ai en rouge dans A3, etc., et d'additionner le tout. Donc, en effet, on peut constater alors que la proba de E, c'est la proba de E inter A1 plus E inter A2, etc. Et dans mon exemple, on va jusqu'à A6.
Et c'est ça la formule de probabilité totale. Donc voilà, ça donne une assez belle image qu'on peut essayer de garder en tête pour l'application des formules de proba totale. Bon, voilà, je la faisais parce que je le fais très souvent en classe quand je dois en parler. Donc voilà, je trouve que c'est assez utile d'avoir ce genre d'image en tête. Bref, maintenant que ceci est dit, bah là les intersections, je vais utiliser les formules de probabilité conditionnelle et dire qu'en fait, nous avons probabilité de i fois probabilité de x égale k sachant i, plus probabilité de i bar fois probabilité de x égale k sachant i bar. Donc la probabilité qu'il soit ivre, bah, on sait qu'il est ivre un jour sur 3, on a choisi un jour au hasard qui est donc aujourd'hui, et par conséquent nous avons une chance sur 3 ici que notre concierge soit ivre. Puis ensuite on a la probabilité ici que x égale k sachant qu'il est ivre, donc ça c'était la loi géométrique, donc nous avons fois 9 sur 10 à la puissance k-1 fois 1 sur 10. Et puis là, vous allez voir qu'il y a deux cas de figure qui vont apparaître. Il va y avoir le cas de figure où k est compris entre 1 et 10, donc est inférieur à 10, et le cas de figure où k est supérieur strict à 10. Donc là, bah, si k est supérieur strict à 10, eh bien, 10 j'ai dit, eh bien, la probabilité que x égale k sachant i bar, bah, c'est nul. Vous savez qu'au bout des 10 essais, il aura essayé toutes les clés. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un moment, il va tomber sur la bonne clé. S'il n'est pas tombé sur la bonne clé, bah, à un moment, il n'y a plus de clé dans le trousseau. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de clé qui permettait d'ouvrir le bâtiment. Donc bah, la probabilité que x égale k, sachant i bar, si k est strictement plus grand que 10, bah, c'est égal à 0. Donc la formule que je viens d'écrire est exactement la probabilité que x égale k. Donc dans ce cas de figure-là. Et si k est inférieur ou égal à 10, donc c'est l'autre cas de figure, ben là on sait que c'est une loi uniforme sur 1, 10, et donc ben là ça va donner 1 sur 10. Donc on va avoir la même chose, 1 tiers fois 9 sur 10 puissance k-1 fois 1 sur 10, plus, et on va avoir, que je ne fasse pas de bêtises, ouais, donc on va avoir plus 2 tiers, puisqu'il y a 2 chances sur 3 qu'il soit sobre, donc fois 1 sur 10, tout simplement. Voilà, alors maintenant qu'on a la loi complète de x, on n'est pas obligé de l'avoir, hein, mais on peut l'avoir si on veut. Là, je le fais exprès parce que je vous ai dit que je voulais discuter par la suite de ce qu'il se passe lorsque je change le nombre d'essais. Je ne suis pas obligé de faire le calcul général. Je me permets de le faire parce que ça va permettre de discuter un peu de ce qui se produit si je change le nombre d'essais. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez très bien directement faire le calcul en remplaçant k par 10, bien sûr. Ok, maintenant que ceci est dit, j'efface un peu et on va pouvoir calculer la probabilité qui est demandée. Car en effet, il fallait aussi repérer quelle est la probabilité qu'on cherche à calculer. Et la probabilité qu'on cherche à calculer, on sait qu'il a réussi au bout de 10 essais, mais on ne sait pas s'il est ivre ou sobre. Et c'est toute la question. Donc là, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la probabilité que le concierge est ivre, sachant qu'il a réussi aujourd'hui à ouvrir la porte au bout de 10 essais. Et donc, si j'écris le calcul qui est demandé, eh bien, c'est exactement la probabilité, sachant que x égale 10 de i. Et donc maintenant, si je fais le calcul, j'ai probabilité que x égale 10 inter i, divisé par probabilité que x égale 10. Et là, je peux utiliser la formule que j'ai sortie juste avant. Donc là, on va avoir, j'écris bêtement, donc là, encore une fois, je peux utiliser le sachant que j'ai sorti tout à l'heure, etc., dans ma formule de proba totale, et je vais trouver 1 tiers fois, alors je vais mettre 1 sur 10 exprès devant, fois 9 sur 10 à la puissance 9, divisé par 1 tiers fois 1 sur 10 fois 9 sur 10 à la puissance 9, plus 2 tiers fois 1 sur 10. Et donc, de manière étonnante, si vous tapez cette formule-là à votre calculette, vous allez trouver une valeur qui n'est pas si grande que ça. En effet, la valeur que vous allez trouver, c'est 0,162 et peut-être 2,7, etc. Alors, je change un peu de crayon parce que là, je vois que celui que j'ai meurt. Mais bref, voilà, de manière assez étonnante, la probabilité qu'il soit ivre, alors qu'il a fait quand même 10 essais, hein, la probabilité qu'il soit ivre, elle n'est pas si grande. Et cela s'explique. En effet, si vous faites le calcul
avec la formule générale, vous allez vous rendre compte que la formule générale est décroissante. Elle est décroissante jusqu'à 10. Et au-dessus de 10, bah bien sûr, au-dessus de 10, vous allez vous retrouver avec la même chose en haut et en bas. Donc si si K est plus grand que 10 strictement, la probabilité qu'il soit if, sachant qu'il a fait plus que 10 essais, bah là c'est 1. Bien sûr, parce qu'on sait déjà que s'il est sobre, normalement au bout de 10 essais, il aurait réussi. C'est sûr. Mais par contre, s'il est if, bah, ça veut dire qu'à chaque fois, il l'a fait avec remise. Donc, en effet, il a fait plus que 10 essais, donc ça veut dire qu'en effet, il a dû remettre les clés dans le trousseau. Voilà. Donc, je vais effacer ça, et je vais expliquer donc pourquoi, en effet, la probabilité est décroissante en fonction de K quand on est entre 1 et 10. Donc, note. Si je m'amusais à faire la probabilité que de I, sachant X égale K, donc encore une fois, je dis K compris entre 1 et 10, c'est le cas le plus intéressant à regarder, eh bien, on aurait la formule suivante, donc 1 tiers fois 1 sur 10 fois 9 sur 10 puissance K-1 divisé par 1 tiers fois 1 sur 10 fois 9 sur 10 puissance K-1 plus 2 tiers fois 1 sur 10. Si vous regardez de plus près la forme du calcul, vous avez quelque chose de la forme constante fois une autre constante que je vais noter P à la puissance X divisé par une autre constante qu'on peut appeler K fois P puissance X plus L. Et vous avez en fait toutes les constantes, donc C, K et L sont toutes, et P sont toutes positives bien sûr, mais là surtout C, K et L sont toutes positives, on va dire positives strictes, et vous avez que P est une valeur comprise entre 0 et 1. Vous pouvez, si vous le souhaitez, diviser par 1 sur P puissance X en haut et en bas, ce qui va vous permettre de plus facilement voir ce qui se produit. En effet, ce truc-là, c'est constante, c'est divisé par K plus L fois 1 sur P à la puissance X. Et comme P est compris entre 0 et 1, 1 sur P est plus grand que 1. Donc ça veut dire que quand vous regardez la fonction exponentielle ici, là ici c'est une exponentielle de base 1 sur P, cette fonction-là est croissante. Donc là vous avez une fonction, en fait le dénominateur est donc une fonction croissante, et bah, là vous êtes en train de faire l'inverse multiplié par une constante positive, donc ça veut dire que le tout va être décroissante. Donc là vous voyez, grâce à cette formule-là, que en effet la fonction qui a x associe la chose que j'ai écrite est décroissante. Décroissante. Elle est décroissante sur R+, bon, R+, tout simplement, ça devrait le faire. Donc elle est décroissante sur R+. Voire même, je pourrais dire décroissante sur R, je pense que ça ne poserait pas de problème non plus. Ouais, allez, on va se faire plaisir. Elle est décroissante sur R. Donc c'est assez étonnant quand même à constater que cette fonction soit décroissante sur R, et ça explique que, par conséquent, le fait qu'il ait fait beaucoup d'essais et qu'il réussisse au bout d'autant d'essais, ça signifie finalement qu'il y a pas mal de chances qu'il ne soit pas ivre. Et plus il aura fait d'essais pour en arriver à ouvrir la porte, avant d'arriver bien sûr au nombre d'essais fatidiques, plus il aura fait d'essais, plus cela signifie qu'il est sobre. C'est ça qui est assez contre-intuitif par rapport au problème, et c'est ça qui devrait vous surprendre, c'est que en effet, si j'avais fait le même calcul, là vous pouvez vous amuser à le faire, si j'avais fait le même calcul pour k égale 1, et bien pour k égale 1, j'aurais trouvé exactement un tiers, j'aurais une chance sur 3 que le concierge soit ivre. C'est quand même fou, alors que là j'ai beaucoup moins qu'une chance sur 3. Et de manière étonnante, plus il aura fait d'essais pour arriver à ouvrir sa porte, plus il a de chances d'être sobre. Alors bien sûr, sauf si le nombre d'essais dépasse le nombre de clés que nous avons dans le trousseau. S'il dépasse ce nombre de clés, et bien là, c'est sûr à 100%, il est ivre. Il n'y a même pas de question à se poser. Mais en fait, cela reflète l'idée que derrière sa façon d'ouvrir la porte, il y a une certaine méthodologie pour ouvrir la porte. Et c'est ça en fait que reflète ce calcul de probabilité, et le fait d'avoir cette probabilité qui est décroissante, c'est que en fait, pour qu'il soit ivre, sachant qu'il a fait un nombre d'essais plus petit que le nombre de trousseaux, le nombre de clés dans le trousseau, ça signifie qu'il avait une certaine méthodologie, il y a des chances qu'il avait une certaine méthodologie pour ouvrir la porte. Et c'est ça qui fait le côté contre-intuitif de la chose, que plus il fait d'essais, moins il y a de chances qu'il soit sobre. C'est tout simplement parce que comme il a fait un certain nombre d'essais en deçà du nombre de clés, il y a une forte probabilité,
enfin plus en plus forte probabilité qu'il soit sobre parce qu'il avait une méthodologie pour savoir quelle est la bonne clé à utiliser pour ouvrir le bâtiment. Voilà tout. Donc c'est assez surprenant comme truc et je trouvais ça assez rigolo à partager. Donc ceci bien sûr conclut la résolution et la discussion que je voulais vous en faire par rapport au nombre d'essais. J'espère que ce petit exercice de probabilité vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!